Et on va débuter aujourd'hui ce premier webinaire qui va porter « Est-ce que les haies brise-vent sont bénéfiques pour mes prairies? » Lorsqu'on parle d'agroforesterie, puis là j'avais parlé des brise-vent, c'est pour le sujet de la question, l'agroforesterie inclut les brise-vents, mais il y a différents types d'agroforesterie. Les cultures en allées, en gros, c'est des allées en fin de compte d'arbres où qu'on récolte du blé, de l'orge ou des cultures. Ça ne nécessite pas d'avoir des vaches. Lorsqu'on intègre un pâturage en tant que tel à ces allées ou à ces arbres, c'est à ce moment-là qu'on parle de sylvopasture. Par la suite, on a les bandes riveraines qu'on a déjà au Québec, les haies brise-vent, que eux peuvent à la fois servir, empêcher au déplacement des odeurs, protéger pour différents aspects, et l'agriculture forestière. Les cultures en allée, comme j'ai dit, c'est des récoltes de culture commerciale qui incluent aussi les fourrages et le blé, l'orge ou tout autre, entre des allées d'arbres qui ont été implantées à l'intérieur. C'est des allées où ces arbres-là peuvent être récoltés pour des fruits, des noix ou tout autre. Et aussi, les rangées d'arbres ont été implantées d'une façon à s'assurer qu'il est possible de faire les récoltes avec les différents types d'équipements pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte, qu'il y a une efficience durant les récoltes. Lorsqu'on parle de sylvopasture, c'est encore des allées qui sont mises sous forme d'allées dans le but d'intégrer des animaux de façon volontaire à ces pâturages. Puis là, ici, on ne parle pas de faire pâturer une forêt ou autre chose. C'est un pâturage qu'on a implanté des arbres et qu'on envoie les animaux en rotation intérieure de celui-ci. Tout ça, ça permet, en fin de compte, les arbres vont à long terme générer de l'ombre durant l'été. Aussi, les arbres peuvent agir comme haies brise-vent durant l'hiver. Pour ce qui est des bandes riveraines, vous savez tous ce que c'est quoi? Ça va protéger les cours d'eau contre l'érosion des sols, les lessivages et nutriments, la perte d'habitat. Pour ce qui est des brise-vents, c'est un peu différent. Ça peut aider, ça l'aide, empêche l'érosion éolienne, fournit des habitats pour la faune et la flore. Ça peut augmenter la disponibilité de l'eau pour les cultures qui sont avoisinantes. On va voir des présentations là-dessus tantôt. Et ça aide à capturer la neige et mieux répartir la neige aussi à l'intérieur des prairies. Et aussi, c'est d'utiliser des fois en production biologique pour éviter la dérive des pesticides dans différentes cultures, puisque c'est ceux-ci qui vont utiliser des haies brise-vent. Finalement, l'agriculture forestière, c'est plutôt qu'est-ce qu'on parle de culture de champignons, de récolte d'herbes médicinales comme le ginseng ou la commercialisation de matériel ornemental ligneux, là, comme les arbres. Ça ne rentre pas dans notre aspect d'agroforesterie. Lorsqu'on parle, maintenant, si on retourne vraiment au l'objectif de la question, c'était c'est quoi les bénéfices pour les systèmes fourragers? On peut remarquer, on va juste faire la liste des différents bénéfices maintenant. Et après ça, on va aller voir certaines études qui ont démontré ces bénéfices-là. Aujourd'hui, on va parler un peu plus, on va parler un peu de la productivité des prairies, la productivité des animaux. Le bien-être animal, je n'ai pas trouvé d'études là-dessus, mais c'est simplement d'être capable de fournir de l'ombre aux animaux de pâturage. La survie hivernale, j'ai quelques études. Et c'est séquestration de carbone, par contre, c'est les services écologiques, je ne toucherai pas à ça aujourd'hui. C'est un graphique un peu laid que j'ai vu des années 1990 qui démontrait un peu les bénéfices des systèmes fourragers de différentes façons. Puis surtout, ici, on parle des rendements des pâturages. Ici, on retrouve la haie brise-vent. À gauche, en fin de compte, le champ de l'ouest qui n'est pas protégé par les brise-vent et à l'est, le champ qui est là. Vous pouvez constater que les haies brise-vent, peu importe ce qui arrive, il va y avoir une perte de rendement qui va être occasionnée à la suite pour les cultures qui sont près des brise-vent parce qu'il y a une compétition avec les nutritions, une compétition certaines compétitions avec la lumière, les nutriments. Mais par contre, plus qu'on s'éloigne de celui-ci, plus que des meilleurs gains dans le rendement des fourrages à cause d'une plus faible évapotranspiration, moins de dommages physiques à cause des vents, peut-être une accumulation de neige dans les prairies comme au Québec, une certaine modification des températures. Et c'est pour ça qu'on peut voir une différence. Là, je vais vous présenter une méta-analyse qui a été faite sur, en fin de compte, c'était 22 études qui ont retrouvé au plus de 800 articles scientifiques, mais il y en a seulement 22 qui ont été conservés pour cette méta-analyse-là sur sylvopasture. Ces études-là se retrouvent majoritairement dans les États-Unis, en Australie et en Angleterre. C'est surtout fait avec des moutons et des vaches, on va parler de rendement. Quel genre d'arbre a été utilisé? Des conifères. Par la suite, le deuxième, c'est du bois dur, en fin de compte, qui est fait pour la production. Une certaine portion de bois dur qui était due pour des noix. Et finalement, les mélanges bois dur et conifères étaient très minimes. Autre chose qui était faite dans cette prairie-là, dans cette méta-analyse-là, la majorité, c'était des graminées annuelles de saison froide. Par la suite, c'est des annuelles de saison froide. On retrouvait aussi des vivaces de saison chaude, des vivaces de saison chaude et des mélanges.
Ici, en tant que tel, comment ils ont fonctionné dans cette méta-analyse-là, c'est qu'ils ont été voir 200 critères pour les études. C'est la productivité sur une base de fourrage, de rendement fourragé, et la productivité des animaux. Comment qu'on regarde ce graphique-là? C'est simple. Ici, on a les produits qui viennent de la sylviculture, des arbres, les produits qui viennent d'agriculture, ce qui est les rendements fourragés, et la combinaison des deux. Et ça, tout le temps comparé, la comparaison faite avec une forêt pure, un pâturage pur, une prairie pure, et le total des deux. Qu'est-ce que vous pouvez constater lorsqu'on parle de rendement fourragé, que oui, c'est vrai, si on regarde purement la forêt, purement les pâturages ou les prairies, il y a un plus faible rendement, mais lorsqu'on combine les deux, il y a des rendements qui sont supérieurs. Et c'est la même chose qui est possible d'appliquer les conclusions lorsqu'on parle de productivité du bétail. Et ça inclut les gains, le nombre d'animaux produits par hectare. Autre chose ici qu'ils ont évalué, c'est une métrique qui a pour effet d'évaluer des rendements relatifs. LER, le fourrage, en gros, c'est les rendements en matière ligneuse pour un système de sylvicopasture divisé en lien avec des rendements en arbre pour juste une forêt, plus les rendements en fourrage pour un système sylvico-pastural, divisé par un rendement en seulement des pâturages. Puis ça, c'est la même chose pour le niveau de l'animal, où on intègre encore les animaux, mais aussi les rendements, en fin de compte, des animaux, le nombre la quantité de biomasse, la quantité d'animaux qui est produit à l'hectare. C'est ça, en fin de compte, c'est l'N equivalent ratio. Ici, c'est la productivité fourragère. C'est que si un chiffre de 1, ça veut dire que simplement que lorsqu'on compare avec sylvopasture versus standard, soit au niveau de la forêt ou un pâturage simple, c'est équivalent. Ce qui indique que plus nous en allons vers la droite, plus on obtient un bénéfice, en fin de compte, en land equivalent ratio, c'est-à-dire plus que le sylvopasture est bénéfique dans celui-ci. Puis aussi, on retrouve l'occurrence, en fin de compte, dans les différents articles, c'est à quelle proportion qu'il y a eu des articles qui ont eu un land equivalency ratio de 1.1, 1.2, même jusqu'à 2.1, puis on constate à peu près 1.3, c'est l'équivalent. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de la productivité au niveau de la production fourragère. Ici, c'est la même chose, mais au niveau du bétail, on peut voir que certaines études sont plus négatives, qu'il y a une diminution, mais relativement dans les cas, l'analyse, la méta-analyse a démontré qu'il y a une augmentation de la productivité. Puis là, c'est un enjeu aussi pour la productivité des différentes espèces, parce qu'on ne se cachera pas que lorsqu'on fait du sylvico-pasture, il peut y avoir de l'ombre, les arbres peuvent être en compétition avec le soleil, la lumière et l'eau. Et vous pouvez toujours demander, ça va être quoi la réponse de différentes légumineuses? Ça va être quoi la réponse de différentes de graminées de saison chaude, graminées de saison froide? Il y a une étude qui a été faite, il y a 2 études qui ont été faites pour voir dans l'État du Missouri, c'est quoi la réponse en laboratoire de différentes légumineuses et graminées à des niveaux d'ombre, d'absence, non modéré ou au nombre élevé pour à la fois les rendements en fourrage et la qualité des fourrages pour différentes espèces. Ça, c'est fait, comme j'ai dit, sur différentes espèces de gramineuses graminées pour différents niveaux d'accès à la lumière, soit 100% d'accès à la lumière, 45% et 20%. Ici, c'est par rapport, on regarde un des premiers graphiques, c'est un du premier article, c'est par rapport à la biomasse qui est produite, ça c'est sur grammes par pot en tant que tel. Et on retrouve, ils ont agrégé les différents types de graminées, en fin de compte, et de légumineuses, soit qu'on retrouve des graminées, en fin de compte, de saison froide, ou des graminées de saison chaude, des légumineuses de saison chaude et des légumineuses de saison froide. On peut constater, lorsqu'on y a 20%, c'est le pourcentage de light, c'est-à-dire qu'ici, c'est où il y a le plus d'ombrage. Tout ce qui est graminées de saison chaude ont un impact plus sur la lumière, plus qu'ils sont performants, puisque vous voyez que ça passe en fin de compte de 30 à 75 grammes par pot, en fin de compte, qui était fait pour les graminées de saison chaude. Et par la suite, lorsqu'on regarde les graminées de saison froide, qui est la ligne pleine, il y a peu de différence entre le traitement 20 versus 100% de la lumière, et c'est beaucoup plus stable comparé à ceux de saison chaude. Lorsqu'on regarde au niveau des légumineuses, les légumineuses de saison froide ont des rendements, on pourrait dire, similaires en tant que tels, et il n'y a pas de différence s'ils viennent de saison chaude ou saison froide.
Ce qui veut dire que vous avez des choix à faire en termes de graminées puis en volume de biomasse. Les graminées de saison froide sont plus adaptées que les graminées de saison chaude pour effectuer du sylvicoplasture. Ici, on retrouve différentes graminées et la concentration en protéines pour différentes espèces qui sont des fois peut-être pas toutes disponibles au Canada. On peut retrouver le régras italien, le trèfle rouge, le fléau des prés et le trèfle blanc pour différentes années en tant que telles et aussi c'est une récolte à l'automne ou durant l'été pour à la fois aussi 20, 45 ou 100% de la lumière. On peut constater que pour certaines graminées comme l'Italian ryegrass, que oui, il y a une diminution, mais elle n'est pas significative au niveau de la diminution de la protéine, mais lorsqu'il y a moins de lumière, la protéine est relativement, on pourrait dire qu'elle est plus élevée. Par contre, lorsqu'on regarde au niveau de la filiole des prés ici, on peut constater qu'une diminution de la disponibilité de la lumière a pour effet d'augmenter en fin de compte la quantité de protéines dans la plante, mais aussi a pour effet sûrement de réduire les rendements. C'est pour ça qu'il y a une plus grande quantité de protéines et aussi la plante produit plus de tissu végétatif, de chlorophylle, où se trouve la protéine pour augmenter en fin de compte sa production de sucre au lieu de produire des tissus qui sont plus fibreux. Ici, c'est encore la même comparaison entre les graminées de saison froide, les graminées de saison chaude, les légumineuses de saison froide et les légumineuses de saison chaude. Au niveau de la biomasse, c'est les mêmes chiffres qu'on a vus tantôt. Puis au niveau de la protéine en tant que telle, vous pouvez constater qu'il y a peu d'effet en fin de compte sur la protéine, le pourcentage de protéines au niveau de la plante en tant que telle pour les différentes espèces. Les graminées, en fin de compte, les légumineuses de saison froide, qui sont ici les pointillés noirs, sont plus élevés que, en tant que tel, les graminées de saison chaude, quelque chose qui est standard. Puis lorsqu'on regarde les rendements, en fin de compte, la quantité de protéines brutes qui est produite, on peut constater que le maximum est atteint, en fin de compte, vers les 45% de lumière. Et malgré tout, il y a peu de différence entre le 20 et le 100% au niveau des rendements pour l'ensemble des différentes espèces. Autre chose qui a été faite, une autre étude qui a été faite, c'est sur les rendements en biomasse. C'est une expérience qui a été faite sur une ferme dans le Minnesota où on a comparé des open pastures, c'est-à-dire sans arbres, un système de sylvopasture ou la consommation d'herbes comment je pourrais dire, dans la forêt pour deux différentes années, du 2014-2015, et dans différentes régions, en fin de compte, du Minnesota, pour voir c'était quoi l'impact des rendements fourragers aussi sur la performance des animaux. Ici, on peut constater que dans certains cas, il y a une différence en tant que telle entre le pâturage et la sylvopasture, comme dans cette région-ci, mais la majorité du temps, il y a peu ou pas de différence. Ça s'explique, oui, ça peut s'expliquer parce que ce n'est pas un design contrôlé, c'est fait sur des fermes, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a une très grande variabilité dans les réponses. Ici, c'est simplement pour montrer que c'est les mêmes études, en fin de compte, à différents endroits et à différentes conditions, que la réponse par rapport à l'ADF, la digestibilité totale des nutriments, oui, est impactée par rapport à le type de culture, le type de, si c'est un pâturage, sylvicopasture ou c'est directement dans la forêt, on voit une différence. C'est un peu les mêmes résultats qu'on a vu tantôt par rapport à la qualité de la protéine qui était dans les différentes plantes, que plus une plante atteint de l'ombre, plus le contenu en protéines peut être élevé. Maintenant, parlons un peu de séquestration du carbone, puisque les plantes fourragères ont la capacité d'accumuler du carbone dans le sol, mais aussi le fait que les arbres ont une plus grande capacité, ont une plus longue durée de vie, peuvent aussi entraîner l'accumulation de la matière organique dans le sol de différentes manières par leurs racines ou en faciliter la croissance des plantes qui sont alentour. Ici, c'est une étude qui a été faite pendant 25 ans en Ontario en tant que telle pour voir, ici on retrouve la quantité totale de carbone qui a été accumulée à l'hectare lorsqu'on compare une culture de soya par rapport à différentes espèces. Puis on peut constater que oui, il y a une différence en tant que telle. En parle, on retrouve les lignées, c'est l'accumulation dans la matière organique du sol et aussi l'accumulation du carbone dans l'arbre en tant que tel. On peut constater, si on regarde juste la matière organique du sol, que le fait de simplement ajouter des arbres a pour effet d'augmenter la contenu en carbone dans le sol, mais aussi que, si on regarde les peupliers hybrides, ceux-ci aussi ont une plus grande capacité à cause de leur croissance plus rapide d'accumuler plus de carbone dans leur matière ligneuse. Il y a aussi, là, je vous présente une méta-analyse qui a été faite sur l'impact de l'agroforesterie sur le contenu en matière organique du sol.
sur différents horizons. Puis là, pour différents traitements, ici à gauche, on va tout le temps retrouver, est-ce que là, ça va passer de la forêt à l'agroforesterie, les pâturages à l'agroforesterie, l'agriculture standard à l'agroforesterie. C'est différentes catégories qui ont été faites pour, en tant que tel, être capable de mener à cette étude. On peut constater qu'il y a un effet significatif, en fin de compte, des différents traitements si, en fin de compte, les barres moustaches dépassent, en fin de compte, la ligne, ne touchent pas la ligne. On peut constater que pour l'horizon de 30 cm du sol, outre le fait de transformer une forêt en prairie, en fin de compte, en agroforesterie, il y a une augmentation de la quantité de matière organique dans le sol et ce changement varie d'une étude à l'autre. En fin de compte, ça va de 10 jusqu'à 40 dans le cas de l'agriculture traditionnelle en agroforesterie. Par contre, les résultats sont beaucoup plus mitigés lorsqu'on regarde un horizon de 100 cm, puisque les différences ne sont plus les mêmes en tant que telles. Dans certains points, il y a une perte de matière organique qui se produit. Ça démontre une chose, c'est que lorsqu'on intègre des arbres, en fin de compte, dans un système de nouveau pâturage, il y a des effets dans la couche supérieure, mais en profondeur, il va y avoir d'autres, ça ne sera pas pareil et les réponses ne sont pas consistantes d'une étude à l'autre. Ici, c'est une revue de littérature qui a été faite dans les années 90 où on comparait différentes précipitations, neige ou pas neige, le nombre de champs par année, en fin de compte, qui a été évalué et le pourcentage d'augmentation des rendements qui a été observé dans différents types de cultures. Et on peut constater par rapport à une absence de brise-vent, on peut constater qu'il y a eu des augmentations de rendement de 20 Puis toujours dans cette même étude, c'est comparer l'impact de la réponse, en fin de compte, de différents types de cultures par rapport à cette fameuse haie brise-vent sur les rendements et la performance de celui-ci. Ça inclut pas simplement l'accumulation de neige dans le champ, mais d'autres facteurs comme l'érédition de l'évapotranspiration, éviter l'érosion des sols. Vous pouvez constater que ça, c'est le nombre de champs par année et le pourcentage d'augmentation. On peut constater que les espèces, en fin de compte, qui touchent le plus, on peut regarder le blé d'automne, il en bénéficie. Seigle, le millet, le maïs un peu moins. Un des grands gagnants, c'est la luzerne, en fin de compte, qui a 99 d'augmentation. Là, on a fait un tour bref et rapide, en fin de compte, des potentiels des plantes fourragères, des haies brise-vent ou de la sylvopasture. Là, je vais vous donner quelques items rapidement pour dire dans quel contexte c'est pas vraiment approprié. Parce que là, on a juste démontré le potentiel, mais c'est sûr que s'il y a des producteurs qui veulent implanter ça sur leur territoire, il y a plusieurs facteurs à tenir en compte. Voici quelques conditions à respecter ou que ce n'est pas vraiment approprié d'appliquer ce type de pratique. Premièrement, si vous avez trop d'arbres qui jettent trop d'ombre, qu'il n'y a pas assez d'éclaircie dans votre prairie, c'est comme si vous êtes en plein milieu de la forêt, il n'y aura pas de rendement fourrage. Puis en plus, ça va créer de la compaction près des arbres puis nuire à la population. Si l'herbe ne pousse pas, si les sols sont trop humides ou en pentraide, ce ne sera pas idéal pour vos animaux et la gestion. Si c'est des bois qui sont des boisés qui sont éphémères au printemps ou qu'il y a des fleurs qui poussent durant cette période, quand je parle d'ail des bois ou autre, ben, il ne faut pas envoyer les animaux au pâturage-là puisque vous allez nuire à la faune et la flore. Si vous avez trop des jeunes arbres, en fin de compte, que vous voulez protéger, ben, ce n'est pas l'idéal. Et surtout, si vous n'êtes pas prêt à gérer du pâturage intensif, à faire de la rotation, et ce n'est pas la bonne pratique à faire. Finalement, juste des points à tenir en compte, en fin de compte, si vous souhaitez implanter, oui, il y a les facteurs à ne pas aller vers cette pratique d'agroforesterie, de sylvopasture. C'est de voir aussi qu'il y a des subventions qui sont disponibles au Québec. Présentement, le programme Prime-Vert, je pense qu'il peut monter jusqu'à 40 000 $ pour implanter des brise-vents. Puis il y a d'autres montants pour des bandes riveraines ou créer des habitats pour la faune et la flore. Et les considérations environnementales, c'est comment pour la répartition des fumiers, la gestion des cultures, est-ce que les sols sont propices à la croissance des arbres que vous voulez choisir, puis surtout de choisir les bons arbres. Les considérations agronomiques pour la croissance des plantes fourragères que vous allez choisir pour mettre dans le ménage. Et finalement, des considérations économiques. Est-ce que c'est rentable? Parce que si vous voulez transformer des prairies existantes et installer des arbres, c'est quelque chose, c'est du long terme en tant que tel. Ça va nécessiter des investissements en clôture, en implantation d'arbres. Et ça, c'est des dépenses que vous devez tenir en compte avant de décider d'aller dans cette direction. Passez une belle journée et à la prochaine.